Aujourd'hui, on va voir une situation d'évaluation, première partie, unité ADC, dédiée aux élèves de la deuxième année, sciences et technologies électriques. Donc, notre produit support est une usine d'incinération des déchets. En fait, l'incinération, c'est une méthode de récupération des déchets, donc traitement de déchets, pour récupérer de l'énergie électrique ou de l'énergie de chaleur, ou bien des matériaux pour la fabrication des travaux publics. Donc ici, on voit une fosse, donc les déchets sont stockés dans la fosse, puis un grappin ici, on se lève ces déchets pour les déposer dans une trémie, puis ils sont dirigés vers un four où ils seront brûlés avec une température supérieure à 850 degrés Celsius. Donc la chaleur produite permet de chauffer de l'eau dans une chaudière pour obtenir de la vapeur sous pression. Cette vapeur permet de tourner un turbo-alternateur pour produire de l'énergie électrique ou bien diriger vers des bâtiments pour le chauffage. Donc nous, on va étudier uniquement une partie d'alimentation électrique et la motorisation du grappin. Donc la première tâche, étude du poste de livraison. Ici, on donne le schéma partiel du poste de livraison HTA. Donc, identifier le type de structure de l'alimentation et préciser la tension de service côté H-tension. On voit que le transformateur est alimenté avec une seule ligne, donc tout simplement, c'est une alimentation en antenne ou simple dérivation. La tension de service, donc la tension de service, on peut le déterminer, soit il est indiqué ici, 20 kV, ou bien en voyant le primaire du transformateur triphasé, donc il indique 20 kV. Donc, c'est une alimentation en antenne ou simple dérivation et la tension de service côté HTA est de 20 kV. C'était un avantage et un inconvénient de cette structure. Donc, je reviens à l'image. Donc, on a dit que le poste est alimenté par une seule ligne. Ça veut dire que cette alimentation est simple à réaliser et elle est moins chère. Mais si jamais un défaut survient sur cette ligne-là, toute l'installation, elle est désalimentée. Il n'y a pas de continuité de service au niveau de l'installation. Donc ça c'est l'inconvénient majeur de ce type d'alimentation. Elle est surtout utilisée dans les zones rurales et aériennes. Donc avantage, installation peu coûteuse et simple. Inconvénient, aucune continuité de service en cas de défaut. Elle est principalement utilisée dans les zones rurales en réseau aérien. Rappelez-vous qu'il y a aussi deux autres types d'alimentation, donc à savoir l'alimentation en coupure d'artère. Donc tous les postes sont reliés à un point ouvert. Si jamais il y a un défaut au niveau d'un tronçon, on essaie d'ouvrir les deux interrupteurs qui encadrent ce tronçon et on alimente la partie, on alimente le transformateur en fermant le disjoncteur. Donc cette alimentation, elle permet une continuité de service. Donc elle est chère par rapport à l'alimentation simple dérivation. Donc elle est surtout utilisée dans les zones urbaines, dans les villes par exemple. Il y a aussi l'alimentation en double dérivation. Donc ici on a deux lignes, la ligne normale principale et la ligne de secours. Si jamais il y a un défaut au niveau de la ligne normale, automatiquement on switch vers la ligne de secours. Comme ça, on assure une bonne continuité de service, mais le coût il est élevé par rapport aux autres types d'alimentation. Donc cette alimentation elle est surtout utilisée dans les grandes villes, dans les zones urbaines, dans les grandes villes. Donc pour différencier entre ces deux types d'alimentation, le schéma, vous voyez ici qu'on a un verrouillage mécanique. Ici, on n'a pas de verrouillage mécanique. Et puis, vous pouvez voir même le sens du courant, s'il est indiqué. En boucle, le courant entre et puis il sort. Hein. Donc, on a le même sens de courant. Quel est l'intérêt du transport d'énergie électrique? Donc, pour répondre à ces questions, on va donner un petit exemple. Donc, on va se positionner dans le cas où on veut transporter la même puissance par une basse tension et par une haute tension. Donc, une ligne triphasée 400 volts, donc c'est une basse tension, 50 Hz, transporte sur une longueur de 200 mètres, dont 3 conducteurs de section 185 mm², section adaptée à l'intensité, une puissance apparente S égale à 99 kVA.
La résistivité est de 30 fois 10 à la puissance moins 9 ohms. On assimilera le faisceau de conducteur à un unique conducteur de section S. Donc on demande de calculer l'intensité I du courant en ligne, calculer la résistance R de chaque fil de ligne, déterminer les pertes joules dans la ligne triphasée. Donc, pour calculer l'intensité du courant I, donc on a ici la puissance apparente puisqu'on a un système triphasé. Donc la puissance apparente S égale à racine 3 U fois I. Donc I égale S sur racine 3 fois I. Tout calcul fait, on trouve à peu près 130 ampères. La résistance de chaque fil de ligne, donc la résistance R égale à ρ L sur S. ρ égale à 30, 10 à la puissance moins 9 en mètres. L, c'est 200 mètres. Voilà. Et la section, c'est 185 mm². Donc, on trouve, après application numérique, 32,34 milliohms. Déterminer les pertes joules dans la ligne triphasée. Donc, on a 3 lignes. Donc, les pertes joules égales à 3 RI carré. D'accord? Donc, 3 RI carré, ce qui donne 1642 watts. On va changer l'alimentation basse tension en alimentation haute tension. Donc la ligne transportant la même puissance, donc pour faire la comparaison, donc on doit transporter la même puissance et on a la même longueur de câble. Donc S égale à 80 kV ampères sur une longueur de 200 mètres. Et à présent alimenté en triphasé, 20 kV au lieu de 400 volts, 50 Hz, et les conducteurs ont une section de 54,6 mm². Et c'est la section, elle est faible par rapport à cette section, donc il est adapté à l'intensité du courant. On va voir pourquoi. La résistivité est de 30,10 à la puissance moins 9 ohms. Donc le même conducteur, même type de conducteur. Donc de la même chose, on va calculer l'intensité I' de courant en ligne, toujours I égale à S sur racine 3 fois I', donc on trouve 2,6. C'est pourquoi on a choisi une section faible, parce que le courant il est faible comparé à ce courant-là. Calculer la résistance R' de chaque fil de ligne. R toujours égal à ρL sur S, donc R' ρL sur S', donc on trouve 0,11 ohms, c'est-à-dire 110 milliohms. Déterminer les pertes joules dans la ligne triphasée. Donc les pertes joules de la même manière égale 3 RI au carré, donc ce qui donne 2,23 watts. Donc une petite comparaison entre les deux réseaux. On trouve qu'ici que les pertes joules dans le deuxième cas, il est très inférieur comparé aux pertes joules du premier cas. Donc les pertes joules pour un transport haute tension, il est faible comparé aux pertes joules pour un transport de basse tension. Et aussi, on peut comparer les sections. Ici, on a la section, elle est faible comparée à cette section-là. Donc, d'où l'intérêt du transport de l'énergie électrique en HTB en haute tension est de minimiser les pertes joules dans les lignes, ce qui permet entre autres de réduire la section des câbles. On a vu ça, on a minimisé les pertes en comparaison et on a minimisé la section, d'où une économie considérable. Troisièmement, identifier les éléments repérés A, B, C, D, E, F et G. Donc on a A, c'est le symbole d'un sectionneur interrupteur sectionneur. B, c'est le symbole général d'un disjoncteur. C, ici, c'est le symbole d'un sectionneur. D, le symbole d'un fusible. E, symbole d'un transformateur de tension ou de potentiel. F, c'est un compteur d'énergie. Et G, c'est un transformateur de courant ou d'intensité. Quatrièmement, donner la désignation des cellules 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Donc la cellule 1, c'est la cellule de couplage ou cellule d'arrivée. Donc c'est la cellule de couplage. Cellule 2, c'est une cellule de protection assurée par le disjoncteur. Cellule 3, c'est une cellule de comptage. Cellule de comptage. Cellule 4, c'est la cellule de transformation. Et ici, c'est vers l'utilisation. S'agit-il d'un comptage haute tension ou basse tension? Le compteur est les côtés haute tension, donc c'est un comptage haute tension. De plus, vous voyez, puisque c'est un comptage haute tension,
d'où l'utilité du transformateur d'intensité pour abaisser le courant, de même pour le transformateur de tension pour pouvoir mesurer et compter l'énergie. Donc c'est un comptage haute tension. Donc le transformateur triphasé étudié a pour caractéristique 2000 kVA, 20 kV 400 volts, UCC égale à 6%. Précisez la désignation de chacune des caractéristiques. Donc il suffit de voir les unités. Donc ici on a 2000 kVA, donc c'est la puissance apparente. Ici on a 20 kV, c'est la tension primaire du transformateur. 400 volts, c'est la tension secondaire du transformateur. Ici, c'est la tension de court-circuit égale à 6% de la tension primaire, c'est-à-dire 6% fois 20 kV. Le schéma de couplage du transformateur utilisé est donné ci-contre. Donc voilà le schéma de couplage. Donc les lettres en majuscule désignent la haute tension. Ici, on a la haute tension sur le côté primaire, donc c'est le primaire. Et les lettres minuscules désignent la basse tension, c'est le secondaire. Identifier le couplage des enroulements primaires et secondaires du transformateur. On voit ici que chaque enroulement du primaire est alimenté par une tension composée. Chaque élément est branché entre deux phases. Donc, elle est alimentée par une tension composée. Donc, le couplage il est en triangle. Ici, chaque enroulement il est entre phase et une autre. Donc, il délivre une tension simple. Donc, le couplage il est en étoile. Donc, on a primaire couplage étoile, triangle et secondaire couplage étoile. Compléter le diagramme vectoriel des tensions composées est simple au primaire et au secondaire. Donc, remarquez ici qu'on a la tension au bord de l'enroulement, la première enroulement, et la tension UAC entre A et C. Donc on va tracer ces tensions. Donc entre A et C. Voilà la tension UAC. De même, dans cet enroulement, la tension au bord de cet enroulement, c'est la tension UBA. Et l'autre tension, c'est UCB. Maintenant, pour tracer les tensions au niveau du secondaire, on remarque que ces deux enroulements-là ils sont dans le même noyau. Donc la tension UAC et la tension VA ils sont en phase. Ils sont en phase. Donc la tension VA elle est en parallèle avec la tension UAC. Donc il suffit de tracer la tension VA. Remarquez ici, elle est en parallèle dans le même sens que UAC. Donc de même, VB elle est en parallèle avec la tension UBA et la tension VC elle est en parallèle avec la tension ICB. Voilà le tracé de diagramme vectoriel. On peut même, si on trace bien la première tension VA, il suffit de compter jusqu'à 4 et puis tracer VB et VC. Déduire l'indice horaire et la désignation du transformateur. Donc ici, on doit s'assurer que VA est positionné à 0. Donc l'indication, la tension VA, il indique 1. Donc l'indice horaire égale à 1. Donc la désignation du transformateur, on a le primaire, il est couplé en étoile, en triangle, donc c'est D. Le secondaire en étoile, donc c'est Y. Le neutre, il est assorti, donc c'est N. Et l'indice horaire égale à 1. Donc on aura DYN1. Tâche 2, mise en évidence du danger de la tension du contact en cas d'un deuxième défaut survient sans la suppression du premier défaut. Donc voilà le schéma de liaison à la Terre. Donc préciser le type de régime de neutre utilisé dans l'installation. Quel est le rôle des CPI? Donc on a trois types de régime de neutre. On a le régime TT, le régime TN et le régime IT. Donc la première lettre, elle indique la situation du neutre par rapport à la Terre. Donc T, c'est le neutre, il est relié directement à la Terre. I, si le neutre il est impédant, ça veut dire qu'il est relié à travers une impédance de grande valeur, ou il n'est pas relié, il est isolé. Donc I, si le neutre il est impédant ou isolé. La deuxième lettre, il indique la situation des masses par rapport au neutre et par rapport à la Terre. Donc si le neutre il est relié à la Terre, donc c'est T. Si la masse elle est reliée à la Terre, donc c'est T. Si la masse elle est reliée au neutre, donc c'est N. Ici, on a le neutre il est relié à travers une impédance à la Terre, donc la première lettre c'est I. Ici, on a la masse elle est reliée à la Terre, donc la deuxième lettre c'est T. Donc on a le régime IT. Quel est le rôle du CPI? Donc comme son nom l'indique, contrôleur permanent d'isolement, il permet de contrôler à chaque instant
l'isolement de l'installation, tout simplement. Quel est l'avantage de ce type de régime de neutre? L'avantage de ce type de régime de neutre est la continuité de service. Même s'il est cher, donc il a une bonne continuité de service, lors d'un premier défaut, bien sûr. Troisièmement, un défaut est survenu au niveau du récepteur 1, représenté sur la figure le trajet de courant de défaut. Donc on a ici le défaut, il est ici au niveau de la phase 2 du récepteur 1. Donc remarquez ici que RD égale à 0, ça veut dire qu'on a un défaut franc. D'accord? Donc le courant, il va circuler à travers la phase 2, puis la carcasse, le conducteur de protection, vers le neutre. Donc on aura ce trajet-là. D'accord? Tracez le schéma équivalent électrique de la maille dans laquelle circule le courant de défaut. Bon. Donc ici, on voit que le courant, il traverse. Donc les résistances des conducteurs, ils sont négligeables. Hein. Donc il traverse la résistance RU, il est en série avec la résistance Rn, ZS. La tension d'alimentation, bien sûr, c'est la tension simple. Donc on aura ce schéma-là. Les trois résistances sont en série. Calculer la valeur ID, sachant que Rn égale à RU égale à 10 ohms, et ZS égale à 2500 ohms et V égale à 230 volts. Donc, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm. Donc, ID égale à la tension sur la somme des résistances. Donc, on a ID égale à V sur ZS plus Rn plus RE, ce qui donne une valeur de 91,27 mA. On déduit la valeur de UC. Donc, la valeur de UC, c'est quoi? C'est ID fois la résistance RU. La loi d'Ohm. Donc, UC égale à RU fois ID. Donc, ce qui donne 912,7 mV. On peut aussi calculer UC en utilisant un diviseur de tension. Donc, UC, c'est RU sur la somme des résistances fois la tension V. Sachant qu'on est dans un local humide, la tension UC est-elle dangereuse? J'ai suffi votre réponse. En local humide, on a trois locaux. Le local sec, la tension limite de sécurité égale à 50 volts. Pour un local humide, 25 volts. Et pour un local immergé, 12 volts. Ici, on est dans un local humide, donc la tension limite, c'est 25 volts. Donc la tension UC, elle est très inférieure par rapport à la tension limite, donc il n'y a pas de danger. Donc la tension n'est pas dangereuse, car elle est inférieure à la tension limite de sécurité, qui est égale à 25 volts. Un deuxième défaut survient au niveau de la phase 3 du récepteur 2, avant la suppression du premier défaut. Donc on a le premier défaut, il persiste, et un deuxième défaut apparaît. D'accord? Au niveau de la phase 3 de la machine du récepteur 2. Tracez le schéma équivalent électrique de la maille dans lequel circule le courant de défaut. Donc, le courant, il va circuler depuis la phase 3, à travers le conducteur de protection. Ici, elle va choisir le chemin le plus facile. Elle ne va pas circuler vers la résistance. Non, elle va aller vers le premier défaut, vers la phase 2. On aura un court-circuit entre phases. Voilà le schéma, le schéma de circuit, du trajet du circuit du courant. Tracez le schéma équivalent électrique de la maille dans laquelle circule le courant de défaut. Pardon. Donc ici, on a uniquement les résistances des câbles. D'accord. Donc on a ici la résistance de phase, ici la résistance du conducteur de protection, en série avec la résistance du conducteur de protection du premier récepteur et la résistance du phase 2. D'accord. Voilà, donc on a les quatre résistances sont en série, RPH3, RPE3, RPE2 et RPEH2. Ici, remarquez que la tension elle est estimée à 80% de la tension composée. Pourquoi? Parce que le courant du circuit elle est important, donc la chute de tension elle augmente. Donc on estime que la tension est égale à 0,8 fois la tension U. On donne L égale à 50 mètres. On utilise un câble aluminium 4x16, donc 16, c'est la section, 16 mm², de résistivité ρ égale à 3,6 10 à la puissance moins 8 en mètres. Calculer le courant de défaut ID. Donc il suffit de calculer tout d'abord la résistance des conducteurs, puisqu'ils sont identiques. Hein. Donc RPH égale à RPE3 égale à RPE2 égale à RPH2 égale à ρ fois L sur S, ce qui donne 112,5 milliohms. Donc le courant
Tout simplement, c'est la tension, c'est la tension sur la somme des résistances. Donc on trouve I', donc égal à 0,8 fois U, sur la somme, c'est 4 fois la valeur qu'on a calculée. Donc on trouve un courant de 711,11 ampères. On dérive la valeur de UC. Donc UC c'est quoi? UC', c'est la somme des deux résistances fois le courant ID. Donc c'est RPH2 plus RPE2 plus RPE3 fois le courant de défaut. Donc ce qui donne une tension de 160 volts. Sachant que le local est humide, donc on est toujours dans le même local, la tension ici est-il dangereuse? Bien sûr, elle est dangereuse, car la tension ici elle est supérieure à la tension limite de sécurité qui est égale à 25 volts. Quel est le temps maximal TC admissible d'après les courbes de sécurité? Donc ici, on a une tension de contact égale à 160 volts. Donc on a un local humide, donc on va prendre la courbe de 25 volts. Donc il suffit de placer la tension 160 et de voir l'intersection avec cette courbe de 25 volts et on trouve un temps de 0,04 secondes. La protection est assurée par un disjoncteur C60N, calibre 63 ampères, réglage magnétique entre 10 et 14 IN. Le temps de déclenchement des dispositifs magnétiques est estimé à TF égale à 0,008 secondes. Quelles sont les conditions à respecter pour que la protection soit assurée? Donc pour assurer la protection, il faut respecter deux choses. Il faut que le temps de déclenchement des dispositifs magnétiques soit inférieur au temps maximal admissible, d'accord, qu'on a calculé auparavant, et il faut que le courant de défaut soit supérieur au courant de réglage magnétique. D'accord? Donc TF inférieur à TC, et le courant de réglage magnétique est inférieur au courant de défaut ID'. Donc la première condition, il est vérifié, puisque TF il est beaucoup inférieur à TC. Généralement, les disjoncteurs ils sont très rapides. Donc il reste à vérifier la deuxième condition. Comment doit être alors le réglage du courant magnétique? Donc on a dit que le courant magnétique est égal à K fois N. K c'est la valeur de réglage, doit être inférieur à D', donc K égale à ID' sur IN. Donc tout calcul fait, on trouve que K doit être inférieur à 11,28. Donc on choisit par exemple 11. Donc si on choisit 11, donc le courant magnétique égale à 11 fois IN, ce qui donne une valeur de 693 ampères. On déduit dans ces conditions la longueur maximale des câbles. On a la formule de la longueur maximale. Lmax égale à 0,8 fois la tension composée fois la section de phase sur 2 ρ, 1 plus M. M c'est la section de phase, c'est la section de conducteur de protection et elles ont la même section, donc M égale à 1. Donc plus M fois le courant de réglage magnétique qu'on a effectué tout à l'heure. Donc application numérique, on trouve que la longueur maximale pour cette configuration elle est égale à 51,30 mètres. Donc la longueur des câbles ne doit pas dépasser cette longueur-là. Troisième tâche, vérification de conformité du facteur de puissance à la norme. La méthode de 2 wattmètre utilisée pour mesurer les puissances consommées par l'installation a donné les résultats suivants. Donc on a utilisé la méthode de 2 wattmètre. Rappelez-vous que la méthode de 2 wattmètre, pour mesurer la puissance active, il suffit de faire la somme des deux indications des 2 wattmètres. La puissance réactive égale à racine 3 fois P13 moins P23. Donc, la première question, c'est de calculer la puissance active. Donc, on a dit que P égale à P13 plus P23, donc égale à 750 kW. La puissance réactive égale à Q égale à racine 3 fois P13 moins P23. Donc, tout calcul fait, on trouve 433 kW. La puissance active, S, ici c'est la puissance apparente, pardon. Donc la puissance apparente S égale à racine 3 P au carré plus Q au carré. Donc il suffit de faire l'application numérique, on trouve une puissance de 866 kV ampères. Le courant absorbé par l'installation, donc on a S égale à racine 3 I fois I. Donc le courant, SI égale à S sur racine 3 fois I. Donc ce qui donne 1250 ampères. Le facteur de puissance cos phi égale à P sur S, donc ce qui donne 0,86. Conclusion, donc on voit que le facteur de puissance il est supérieur à 0,8, donc elle respecte
les normes. Donc, cos de phi supérieur à 0,8. Donc, la norme, elle est respectée. Si la norme n'est pas respectée, que doit-on faire? Donc, à ce moment-là, il faut insérer des condensateurs. Généralement, on insère des condensateurs en série avec l'installation pour relever. Donc, il faut relever le facteur de puissance. Donc, il faut relever le facteur de puissance. On insère 3 condensateurs couplés en triangle à l'entrée de l'installation. Pourquoi couplés en triangle? Parce que le couplage en étoile, le condensateur de couplage en étoile, il est égal à 3 fois le couplage, 3 fois le condensateur couplé en triangle. Qui dit 3 fois, ça veut dire qu'on a un condensateur encombrant et cher. C'est pour cela qu'on préfère utiliser toujours le couplage en triangle. Quel est l'intérêt à relever le facteur de puissance? Donc, pour une puissance donnée, une tension constante, donc on a P égale à racine 3 U fois x de phi. Donc, on a la puissance, le courant I égale à la puissance sur racine 3 I fois x de phi. Donc, si le cos phi diminue, donc on a dit que P est constant. Donc, si le cos phi diminue, donc le courant il va augmenter. Cos phi diminue, le courant va augmenter. Et si on augmente, le courant augmente, ça veut dire que les pertes joules augmentent. Donc, on a intérêt à relever le facteur de puissance pour diminuer le courant et par la suite diminuer les pertes joules, donc pour minimiser les pertes joules dans les câbles. Voilà, merci de votre attention et au revoir.